Peuple d'Afrique et particulièrement du Sahel, je vous remercie et bienvenue à ce 4e numéro de votre chronique Microscope. Nous allons aujourd'hui analyser ensemble le discours de celui qui passe désormais pour être le meilleur médiateur de la communication stratégique des organisations terroristes dans le monde et avec un focus particulier sur la région du Sahel. Et comme à son habitude, il était l'invité du plateau de France 24 pour commenter l'actualité sécuritaire au Mali. Il a parlé, c'est classique, les attaques se multiplient, l'armée est incapable, les terroristes frappent à gauche, à droite. Également, à cause de l'insécurité généralisée, les Russes ont fui, abandonné le pays, ils sont partis, c'est classique. Mais il occulte des faits très importants à la compréhension du public. Grâce à la présence russe, les capacités opérationnelles des forces armées de sécurité du Mali sont renforcées. Ça, c'est un fait qui se passe de tout commentaire. Grâce à la présence russe, le Mali a recouvré presque l'intégrité de son territoire. Après 10 ans de présence militaire française et onusienne, le Mali était interdit d'accès à Kidal. Et avec seulement 12 mois de collaboration avec les Russes, le Mali a récupéré ces bastions des groupes terroristes. Ça aussi, c'est un fait qui défie toute contestation. C'est normal qu'ils mettent l'éteignoir sur toutes ces avancées et pour des raisons qui ne sont pas difficiles à comprendre. Mais parlant de l'attaque de Boulkessi, il a présenté les militaires maliens capturés par les JNIM. Ils ont même diffusé l'image. C'est d'ailleurs l'objet de notre analyse aujourd'hui. Boulkessi est un enjeu stratégique pour les organisations terroristes. Pour quelles raisons? Et ces médias français n'en parlent pas. Parce que Boulkessi est la jonction des 4 pays. Le Mali, le Burkina, le Niger et la Mauritanie. C'est-à-dire, à partir de ce point, tu as accès au Niger, au centre du Mali, à la Mauritanie et même au Burkina Faso. C'est un carrefour important, stratégique pour les organisations terroristes, selon une analyse faite par les centres d'études stratégiques, animé par l'excellent expert de paix, sécurité et l'islam politique, Dr Ali Tounkara, qui a produit un texte très éloquent pour expliquer les enjeux stratégiques liés au contrôle de Boulkessi. Et la drogue quittant Mauritanie peut passer par cet espace, atteindre le Burkina Faso. Pareil pour les armes et d'autres besoins opérationnels de ces organisations terroristes. Tu peux aussi quitter le nord du Mali avec des armes, des munitions, de la drogue, pour descendre vers le centre à partir de la région de Douança, évoluer vers Mondoro, Boulkessi et jusqu'au Burkina Faso. Donc si l'armée parvient à contrôler ces couloirs, ces organisations terroristes auront du mal à s'approvisionner en armes, en drogue et d'autres besoins opérationnels. C'est pourquoi toutes les organisations armées et terroristes essaient de contrôler ce secteur. C'était un village, mais à partir du nouveau découpage de 2023, il devient un arrondissement dans le cercle de Mondoro et la région de Douança. Le MNLA en 2011 avait attaqué la gendarmerie dans ce secteur pour le contrôle de cette route de trafic. Puis le JNIM s'est imposé à travers la Katiba de Serment et Ansarul Islam du côté
du Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Mantika Aribinta, qui entre dans la stratégie du JNIM d'expansion du centre du Mali vers le golfe de Guinée, avec le Togo, le Bénin, etc. On ne parle plus de Katiba, qui est moins importante que la Mantika, qui est supérieure, c'est-à-dire une division territoriale du commandement. Un commandement régional très important. C'est comme dans le langage militaire, la région militaire. Donc, ces organisations terroristes de la Katiba évoluent vers la Mantika, qui est aussi évolutive vers l'Émirat. Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui dans une logique de reconquérir les territoires pour l'administrer. Ça, c'est une nouvelle évolution très importante à prendre en compte pour les états-majors. Nous allons maintenant, après cette analyse importante des enjeux liés à Boulkessi, nous allons maintenant essayer de voir les commentaires journalistiques de France. Ils ont attaqué le camp. Après, quelques militaires maliens sont en captivité. Et France 24 a eu encore une fois l'extraordinaire talent de relayer cette vidéo de propagande terroriste enregistrée pour les organisations terroristes pour adresser au public. Écoutons cet extrait de cet élément. Dont, par exemple, dernièrement, 22 militaires de l'armée malienne pris à Boulkessi, qu'on a traité et cité ici, on va les entendre. Lieutenant Abdoulaye Touré, deuxième sous-jeté Bouna, poste de sécurité Boulkessou. Mes éléments et moi, nous avons été arrêtés au cours de l'attaque qui a eu lieu le 1er juin 2025. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, depuis que nous avons été arrêtés par les Moudjahidines, on n'a pas été maltraités. Ouais, Simon, on vient à ce communiqué que vous avez consulté de la part du JNIM suite au départ officiel de Wagner du Mali. Le JNIM parle de victoire et évoque la formation d'un gouvernement. Ça, c'est nouveau. Vous venez vous-même de suivre. On n'a rien omis de l'élément. C'est pour une raison bien précise, pour la transparence totale. Vous venez de voir les soldats maliens capturés après l'attaque contre les camps de Boulkessi, le 1er juin 2025. Est-ce que France 24 est en train d'informer ici ou de relayer la propagande? La question mérite d'être posée. La mise en scène dans cette vidéo est volontaire ou forcée? Est-ce que c'est de gaieté de cœur que ces militaires ont décidé de parler? Tout le monde sait que c'est une mise en scène forcée. Ces militaires qui parlent s'expriment sous contrainte. Et ce qu'ils disent est dicté. Malgré cette évidence, décider de publier comme ça, de relayer passivement ces images où les militaires disent qu'ils sont bien traités, etc. N'est-ce pas une façon de relayer la propagande terroriste? Or, la charte éthique du journalisme, notamment la charte de la Fédération internationale des journalistes, interdit formellement qu'un journaliste publie une image ou tient une analyse qui sert les intérêts des groupes violents. Et France 24 avait la responsabilité, du point de vue de la déontologie, de déconstruire cette mise en scène, de préciser que ces militaires s'expriment sous contrainte, de relativiser et de contextualiser au lieu de relayer passivement l'image. En le faisant, ils passent pour être complices de la propagande terroriste. C'est très important à souligner. Du point de vue sécuritaire, quelle est l'importance de cet élément pour les organisations terroristes? D'abord,
Ça entre dans le cadre de leurs objectifs stratégiques. Premier élément, la propagande. Montrer la vidéo des militaires capturés après un combat, où ils témoignent, voilà, qu'ils sont bien traités, ils sont bien pris en charge, etc. Ça veut dire quoi? On essaie de montrer les terroristes comme des acteurs rationnels, comme des acteurs qui sont humains. Essayer d'humaniser, réhumaniser les terroristes et les faire passer pour des acteurs politiques rationnels, capables de négocier et donc qui peuvent avoir une certaine reconnaissance politique. Pourquoi ils ont besoin d'une reconnaissance? Pourquoi ils ont besoin de soigner leur image, donner une image d'acteurs humains? C'est parce qu'ils ont une ambition de prendre le pouvoir à Bamako selon les propos de ce même Wassim Nasr dans le même élément. Ça, c'est très important d'abord à retenir. Le deuxième élément, la propagande vise à affaiblir le moral des militaires et à quand même affaiblir le soutien populaire envers l'État. Miner la confiance des populations envers l'État. En quoi faisant? Montrer les images des soldats capturés, en train de s'adresser aux autorités, à leurs frères d'armes, qui disent qu'ils sont très bien traités, il n'y a pas de problème. Et ils appellent au dialogue au lieu de la résistance. Quel est l'effet, selon vous, d'une telle mise en scène sur l'armée, sur les troupes? C'est comme une forme d'incitation implicite à la désobéissance ou bien à la reddition. Nous avons en face des acteurs qui ne sont pas méchants. Ils ont nos frères d'armes, ils les traitent bien, ils n'appellent pas à la guerre, ils n'appellent pas à la résistance, ils appellent plutôt au dialogue. C'est une incitation tacite à la désobéissance ou à la reddition. Ces médias sont pires que les organisations terroristes. Ce sont des opérations psychologiques qui entrent dans le cadre de la guerre informationnelle pour affaiblir le moral des troupes, pour miner la confiance des populations envers l'État et à alimenter les discours anti-régime, les discours contre le régime, atteindre la légitimité du pouvoir en place à des fins de subversion, parce que les terroristes eux-mêmes disent que leur objectif ultime, c'est de renverser le pouvoir à Bamako. Nous avons également un élément très important à retenir dans cette interview de France 24. Wassim Nasr révèle, s'appuyant sur un communiqué des terroristes, donc il devient le relais même, France 24 devient aussi le relais des communiqués des organisations terroristes. Alors, il nous informe qu'une coalition se met en place avec comme objectif de prendre le pouvoir à Bamako. Et cette coalition, c'est les JNIM, les terroristes, les FLA, c'est-à-dire les rebelles, entre guillemets, soutenus par la communauté internationale, l'imam Diko, les partis politiques dissous à Bamako. Écoutons d'abord cet élément avant de revenir pour commenter. Du ministère de la Défense russe, mais le JNIM a fait ce communiqué à titre aussi d'autres factions rebelles. Donc à la première lecture de la version arabe qu'on voit ici, on voit l'appel au peuple de la région à former un gouvernement légitime qui gouvernera suivant le Coran et le Sunna, ce qui m'a semblé comme une généralité, donc ça revient souvent. Sauf que vérification faite et question posée aux premiers concernés, ça m'a été dit, ce message n'est pas général mais particulier au Mali. Et c'est là la portée, on va dire, politique du message, parce que ça veut dire qu'au-delà de l'annonce de la victoire contre Wagner, le message
à la Russie qui suscite, d'après ces massacres, selon eux, une détestation plus grande que celle vis-à-vis des Occidentaux et leurs alliés. Et l'invective de Bamako, cet appel s'inscrit dans la suite d'autres appels, mais cette fois de manière plus explicite et dans la continuité des accords avec les factions rebelles FLA dont on a parlé ici et dévoilé quelques clauses des accords. Donc le JNIM est en train de faire une annonce très politique, encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes. Donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes qui mettent tout le monde dans la même case, donc les rebelles du Nord qualifiés de terroristes, mais aussi l'opposition muselée, les partis politiques dissous et ce pouvoir qui est complètement aujourd'hui entre les mains des militaires. Donc il y a beaucoup de mécontents. Par exemple, l'imam Dicko s'est exilé en Algérie et donc le JNIM essaye de fédérer tous ces gens-là en s'appuyant sur l'accord qu'il a eu avec les FLA. Mais... Alors, il faut noter, préciser que parmi tous les acteurs cités publiquement par Wassim Nasr sur France 24, jusqu'à ce jour, aucun d'entre eux n'a fait une déclaration pour démentir, pour désavouer les propos de Wassim Nasr. Ça, c'est un élément très important à retenir. Il parle d'une volonté d'expansion du JNIM qui veut prendre le pouvoir à Bamako pour appliquer la charia et la sunna. Ils veulent, après avoir renversé le pouvoir en place, former un gouvernement qui va appliquer la charia, c'est-à-dire l'instauration de l'État islamique. La portée de ce discours est très politique. Le JNIM est conscient qu'il ne peut pas prendre le pouvoir à Bamako seul. Il a besoin de certains soutiens. Le FLA, c'est-à-dire l'ancienne SEMA, les mêmes groupes armés soutenus par la communauté internationale et l'Algérie et la France. Alors, pourquoi France 24 ne mentionne pas la reconnaissance du FLA par la communauté internationale, particulièrement la France? Il y a même eu une alliance, une coalition. C'est déjà le cas depuis toujours, depuis 2012. Mais on essaie de manipuler les esprits. Aujourd'hui, eux-mêmes l'affirment, reconnaissent qu'il y a un lien entre ce qu'ils appellent les rebelles, soutenus par la communauté internationale, en première position la France, et les terroristes que la communauté internationale est censée combattre. Donc, ils donnent raison aux États du Sahel qui ont toujours clamé que la France est derrière les organisations terroristes. Ça, c'est très important à retenir. Mais France 24 évite de dire qui est derrière les FLA. Une reconnaissance internationale à travers la France, en première position. On parle des partis politiques dissous à Bamako. Jusqu'à présent, je n'ai entendu aucun communiqué venant d'aucun leader. Ces partis n'existent pas, mais leurs leaders existent et continuent de parler publiquement. Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a jugé utile de se désolidariser ou bien de désavouer ses propos. Ces partis politiques ont le soutien de qui? La France, la CEDEAO, l'ONU, qui a clairement appelé à revoir la décision de dissolution. Il a également cité une figure très importante, l'imam Mahmoud Dicko, qui est exilé aujourd'hui en Algérie. L'Algérie qui jure de déstabiliser le Mali à travers la rébellion et les organisations terroristes. D'ailleurs, les chefs terroristes sont tous installés sur le territoire algérien qui a d'ailleurs agressé militairement le Mali qui voulait frapper une réunion de terroristes de haut profil. Ce qui est aussi très important à retenir. Donc, derrière l'imam Dicko, qu'est-ce qu'on voit? L'Algérie. Ça veut dire quoi? Le Mali n'est ni agressé par l'imam Dicko, ou FLA, ou les terroristes, mais plutôt par des États, tels que l'Algérie, la communauté internationale, en première position, la France.
ces différents éléments actifs sur le terrain ne peuvent être considérés que comme des cartes entre les mains des puissances régionales et internationales pour parvenir à leurs objectifs stratégiques au Mali. Mais on passe tout ça, tous ces aspects sous silence. Moi, je constate ici une tentative de polariser la société malienne, de diviser les Maliens. Mais puisque les principaux concernés ne réagissent pas, ne démentent pas, ça veut dire qu'il y a une entente, une collusion, sinon une trahison et une complicité entre ces figures citées et les organisations terroristes. Imaginez que les groupes armés terroristes comptent sur l'ancienne classe politique, sur une figure religieuse et sur les États voisins pour renverser le pouvoir à Bamako et mettre en lieu et place ce qu'ils appellent État islamique. Ça amène le débat à un autre niveau. C'est très important. Oublions tout ça. Quelle est d'ailleurs la raison principale de ce conflit au Sahel, si vous voulez, au nord du Mali? Quelle est la raison? Parce que pratiquement, on a l'impression qu'on parle de tout, sauf de la principale raison de ces conflits. Attaques terroristes, attaques djihadistes, rébellions, conflits communautaires. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui se trouve? Ou bien ça se résume à ça. Chaque soir, chaque matin, tuer les gens, brûler le village, attaquer les camps, etc. Voilà, ça peut être tout ça l'objectif. Il n'y a rien d'autre que ça. Il faut être naïf pour penser que ce n'est que ça. Il faut être bête pour croire que 2 et 2 font 7, pour admettre une telle thèse. Il y a une raison. Et généralement, les vraies raisons, les vraies visées des conflits, on n'en parle jamais. C'est la partie cachée de l'iceberg. La partie la plus importante d'ailleurs. Alors, si vous prenez l'ouvrage publié par un diplomate algérien qui était ambassadeur de l'Algérie à Bamako de 2009 jusqu'en 2016, qui a participé à tout le processus de paix, Nourdine Ayadi, il a publié un ouvrage en 2024, Kidal vaut bien une guerre. L'Algérie et la France au Mali et au Sahel, influence contre puissance. Donc, dans cet espace considéré comme espace stratégique pour l'Algérie, la frontière entre le Mali et la Mauritanie constitue l'espace vital pour la Mauritanie. C'est pourquoi la Mauritanie a une volonté d'expansion, d'empiéter sur une partie du territoire du Mali, parce que c'est l'espace vital pour l'Algérie. C'est le seul espace où la transhumance est possible, où l'agriculture ou d'autres activités vitales sont possibles. D'où cette volonté d'expansion de la part des Mauritaniens. Mais pour l'Algérie, le nord du Mali et le Sahel représentent son espace stratégique. Parce qu'il y a des ressources naturelles stratégiques sur cet espace et ça permet aussi d'accroître leur rayonnement international, régional et international. La France aussi considère le nord du Mali et le Sahel comme son espace stratégique. Pour défendre leurs intérêts, l'Algérie applique l'influence et la France la puissance. C'est ce que semble dire le titre de cet ouvrage. Et à la page 14, il est écrit « La déstabilisation du Mali et en conséquence de toute la région sahélienne est, comme on le sait désormais, ça veut dire que c'est établi, le prolongement de ces processus qui obéissent à des logiques géopolitiques. La déstabilisation du Mali et du Sahel obéit aux logiques géopolitiques. Pas des logiques communautaires, pas question de développement ou autre, mais des logiques géopolitiques dont la conception et la mise en œuvre dépassent les cadres strictement sahéliens. Ça veut dire que cette stratégie n'est pas conçue dans le Sahel, n'est pas conçue par les Sahéliens.
La mise en œuvre aussi dépasse les Sahéliens. C'est conçu et appliqué par ceux qui sont en dehors du Sahel, c'est-à-dire la France et d'autres puissances. L'Algérie oublie quand même de ces cités. Et l'Algérie aussi fait partie. Alors, vous voyez que ça obéit plutôt, la déstabilisation du Mali et du Sahel obéit plutôt à des logiques géopolitiques. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté, les Peuls sont persécutés, les Touaregs sont persécutés, démocratie, droits de l'homme, développement, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont les imbéciles qui pensent comme ça. Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités, disait Voltaire. Alors, comment atteindre leurs intérêts? Français et Algériens ont des méthodes différentes, mais toutes dirigées contre nos intérêts. Certains vont dire, les Touaregs sont marginalisés, réveillez-vous, prenez des armes, on va vous soutenir. D'autres vont dire, les Peuls sont marginalisés, soulevez-vous, on va vous soutenir. Voilà, c'est ça la géostratégie. Comment défendre, atteindre ses intérêts dans un espace, sur un territoire donné? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi on instrumentalise l'ethnie, on instrumentalise la religion. D'autres vont parler de l'indépendance de l'Azawad, d'autres vont dire on va appliquer la charia. Tous des tentacules de la même pieuvre, soutenus par les mêmes acteurs étatiques. Ça ressort des propos du diplomate algérien. Ce n'est pas moi qui parle ici. C'est de la même façon que le Moyen-Orient est embrasé aujourd'hui. Conflit Israël-Iran obéit à la même logique. Vous savez, de la naissance de l'islam jusqu'à la Première Guerre mondiale, la seule grande civilisation qui était en mouvement dans le monde, c'était la civilisation musulmane, qui avait conquis une partie de l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Avec également l'établissement de l'Empire ottoman. L'Occident était réduit à presque au néant. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, ils ont commencé à détruire le monde arabo-musulman, progressivement. En disant quoi? Les territoires de l'Empire ottoman, c'est l'Égypte, la Turquie, Palestine, Israël, Irak, Iran, et Syrie, Yémen, tout ça. Jusqu'en Afrique du Nord, je pense, excepté le Maroc, qui constitue le territoire de l'Empire ottoman. Comment ils vont disloquer ça pour que l'Occident soit le seul maître sur la planète Terre? Ils vont susciter des révoltes en disant aux autres, réveillez-vous, soulevez-vous contre les califats, on va vous donner votre indépendance, comme sont en train de le faire au Congo, au Cameroun, au Nigeria avec la guerre de Biafra, au nord du Mali avec l'histoire de l'Azawad. C'était la même stratégie. Donc, les Français et les Britanniques vont procéder à la balkanisation de cet espace du Moyen-Orient. Créer des États, même la Grèce, Bulgarie, Serbie, étaient tous sous contrôle des musulmans. Même la Grèce. Donc, par la balkanisation, les Anglais vont prendre une partie, les Français vont prendre la Syrie, l'Iran, le Liban, les Anglais vont prendre l'Irak, qui était appelé Mésopotamie, et également la Palestine, et également d'autres territoires. Ils ont balkanisé pour fragiliser, créer des frontières, faire disparaître les califats et affaiblir tous ces États. Et aujourd'hui, c'est dirigé par ces puissances européennes. La même chose a été faite en Afrique. À partir de 1885, ils vont se retrouver en Allemagne pour partager l'Afrique par la balkanisation, créer des frontières artificielles qui sont source de problèmes. Mais les pères de l'indépendance ont eu l'intelligence d'éviter ces guerres de frontières, etc. Même si, par endroits, il y a eu ces guerres pour revendiquer tel ou tel territoire. Et jusqu'à présent, il y a ces litiges qui sont pendants
devant la Cour internationale. C'était la même stratégie. C'est pourquoi je dis, le cas au Sahel, c'est la même chose qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que le Moyen-Orient est la capitale des 3 grandes religions monothéistes, principalement Jérusalem. Les Juifs ont quand même leur lieu le plus saint à Jérusalem, qu'on appelle le mur des lamentations. Il y a les saints sépulcres des chrétiens à Jérusalem. Il y a le dôme du rocher pour les musulmans, parce que les musulmans pensent que c'est à partir de là que Mahomet est monté au ciel. Donc tout ça dans la même ville, Jérusalem, qui est dans le Moyen-Orient. Et selon les estimations fiables, plus de 50% des réserves mondiales du pétrole sont dans les pays arabo-musulmans, avec une grande partie au Moyen-Orient. C'est pourquoi, remarquez, toutes les guerres dirigées par l'Occident, même le terrorisme, se déroulent dans les pays arabo-musulmans. Le Mali fait partie du monde arabo-musulman. Quand on prend en compte la géographie humaine, les Peuls font partie du monde arabo-musulman, des peuples arabo-musulmans. Les Hausa font partie, les Djoula font partie. Ça, c'est la géographie humaine du monde arabo-musulman. C'est pourquoi ces espaces représentent des enjeux majeurs pour le bloc occidental. Il y a une forme de guerre de civilisation là-dedans. Ce sont des zones riches. Il faut faire tout pour empêcher leur développement, pour qu'ils ne soient une puissance et revenir comme l'Empire ottoman avait réussi à s'imposer à l'Occident. Mais dans cette forme de guerre, les terroristes ne représentent pas un atout pour les musulmans, mais plutôt l'ennemi principal du monde arabo-musulman, parce que manipulé par le bloc occidental pour faire détester le musulman et l'islam. À cause du terrorisme, l'islam a cessé d'être aimé. Depuis l'avènement du terrorisme islamiste dans le monde, l'islam chute. L'islam n'est plus en progression. L'islam est en chute. Et il s'est fait détester de partout. Et l'Occident fait exprès à travers des médias et autres pour susciter la haine de l'islam et du musulman à travers le monde. Je vous ai dit, en 2007, une étude a été réalisée par les Américains où 37% des citoyens américains voyaient l'islam et un musulman comme une menace. Voilà tous les enjeux. Ça sort un peu du cadre de cette analyse, mais c'était important de vous expliquer le pourquoi de ces conflits au Sahel et dans le monde. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, la version officielle entre l'Iran et l'Israël, par exemple. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire croire. Pensez que c'est l'agresseur qui pense qu'il est agressé, l'Israël. Or, l'Israël n'est qu'une carte pour les Américains dans sa stratégie pour le Moyen-Orient. Parce que pour les Américains, il faut s'appuyer sur l'Israël, mais aussi sur l'Arabie Saoudite pour mieux contrôler le Moyen-Orient et détruire toutes les puissances émergentes. Et on considère que la sécurité de l'Israël dans cet espace ne tient pas à sa capacité ou à sa force militaire, mais plutôt au fait du fait de la division des pays arabo-musulmans. Pour que l'Israël soit en sécurité, il faut que tous les pays du Moyen-Orient brûlent. Il faut qu'ils ne s'entendent jamais, qu'ils ne s'aiment jamais et qu'il y ait une déstabilisation permanente, des guerres permanentes. C'est ça la stratégie. C'est la même chose qui se déroule au Sahel. Malheureusement, il y en a qui n'arrivent toujours pas à comprendre. Donc cette histoire de terrorisme, des droits de l'homme, conflits communautaires ne sont que des cadrages linguistiques, des armes lexicales pour nous décrire selon la volonté géopolitique de tel ou tel autre État, sinon rien à voir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom.